Voilà, je suis le professeur Azzouzi Abdrahim. Je suis professeur de réanimation anesthésie de la faculté de médecine de Rabat depuis 1991 comme professeur. Et je suis depuis 3 ans presque et demi doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Officiellement depuis le 5 juillet 2011 exactement. Voilà. Donc quand j'ai pris en charge cette mission, la faculté était à la fin de sa 2e année de démarrage. Les effectifs des étudiants n'ont cessé d'augmenter depuis, parce que la première promotion comptabilisait 150 étudiants. Il en reste actuellement 130 qui sont en 6e année, parce que la faculté de médecine est en 6e année maintenant. Ça veut dire qu'on est à 2 ans de la fin du cycle. Et depuis, donc, ont été inscrits 200, puis 220, puis 240. Et cette année-ci, on a inscrit 259 Marocains, auxquels s'ajouteront en principe 16 étrangers venant de pays divers, essentiellement d'Afrique subsaharienne, francophone, mais on en a et on en aura certainement de Tunisie et très probablement de pays frères et amis du Moyen-Orient, pays arabes. Voilà, donc ce qui nous fait actuellement sur les 6 niveaux un effectif total de 1336. Ça c'est le chiffre actuel. 1336 sur les 6 niveaux. En sachant qu'on n'a pas terminé d'inscrire tous les étrangers qui nous sont destinés, parce qu'eux, ils viennent avec un peu de retard. Mais monsieur le doyen, si le nombre d'étudiants a augmenté d'année en année, il y a cette expansion quantitative, apparemment les ressources humaines, et plus particulièrement les enseignants, n'ont pas suivi pour autant. Je voudrais dire qu'il y a un manque. C'est-à-dire que j'aurais aimé que ça soit suivi un peu mieux que je ne le constate, c'est clair. C'est-à-dire que moi, quand j'ai débarqué ici, il y avait en tout et pour tout 5 personnes en guise de staff administratif. On en est maintenant à 22. Le nombre d'enseignants n'atteignait pas les 30. Actuellement, nous sommes à 62 exactement. Et comme on va recruter cette année-ci, avant la fin 2013, comme on va recruter probablement une quinzaine, donc nous serons, en principe, pour cette année universitaire, nous serons quelque chose comme presque 80. Voilà. Est-ce que vous faites recours à la vacation? Alors, comme l'effectif des enseignants n'a cessé d'augmenter sur des 6 années, eh ben, il est évident que le recours aux vacataires, que le recours à des enseignants venant d'autres facultés, eh ben, s'est amenuisé petit à petit, si bien que pour cette année-ci, on aura très peu de vacataires pour venir enseigner. Voilà. Donc il restera, si mes comptes sont bons, il restera peut-être 2 ou 3 modules, pas plus, qui seront dispensés par des enseignants vacataires. Donc on est presque autonome sur le plan pédagogique, en sachant qu'il y a des spécialités qui sont très difficiles à pourvoir, et que même si on voulait recruter dans ces spécialités, on ne trouverait pas le profil. Je donne l'exemple de la génétique médicale. Même si j'ai un poste budgétaire octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur, je ne trouverai pas le profil pour recruter. Donc on sera toujours obligé, tant qu'un certain nombre de profils ne sont pas disponibles, on sera toujours obligé de faire appel à des amis enseignants qui viennent d'ailleurs. Sinon, pour le personnel administratif, je peux dire que le déficit est plus criard. Voilà. À titre d'exemple, la faculté de médecine de Fès dispose de plus de 100 dans cette catégorie-là. La faculté de médecine de Rabat, que je connais très bien, dispose de 150 à peu près, toujours dans cette catégorie. Bien sûr, dans cette catégorie qu'on appelle personnel administratif, est inclus le personnel de secrétariat mis à la disposition de la faculté pour les besoins du CHU. Parce que quand le CHU ouvre, et maintenant, avant que le CHU n'ouvre,
comme les enseignants officiels à l'hôpital Farabi, il y a forcément un besoin en secrétariat. Parce que quand les étudiants vont à l'hôpital, ils ont besoin de personnel administratif pour les encadrer à l'hôpital. Donc 22, ça fait trop peu. D'autant plus que les effectifs des étudiants, vous avez vu qu'ils augmentent, je ne dirais pas de façon exponentielle, mais de façon très importante. D'autant plus que la faculté de médecine, vous l'avez certainement constaté, a connu une extension très importante. Si vous regardez, vous constatez qu'il y a 3 grands amphis qui sont mis en fonction cette année. Un service de scolarité qui a été mis en fonction cette année aussi. Et puis, sans oublier ce qu'on appelle le 3e cycle. Le 3e cycle, c'est quoi? C'est à partir de l'internat du CHU et du résidanat. Nous avons déjà recruté 2 promotions d'internes, petites promotions. Nous avons recruté 2 promotions de résidents, petites promotions aussi. Mais cette année, le 21 octobre, nous organisons le concours de recrutement d'internes du CHU et ils seront 60. Eh bien, ces gens-là, ils font partie de la faculté, bien entendu. Ils sont pris en charge sur le plan administratif à la faculté. Donc, l'un dans l'autre, ça fait un manque en personnel administratif très important. Considérable. Oui, on peut dire considérable, effectivement. Surtout, vous venez de parler des résidents et du CHU. Vous aurez encore davantage besoin de cadres. Certainement. Puisque vous avez parlé de la formation pratique, donc c'est toujours l'hôpital Farabi. C'est toujours à l'hôpital Farabi en attendant que le CHU, que le nouveau bâtiment soit opérationnel. Ce qui ne saura tarder à arriver. Donc, la première promotion, ça fait des années qu'il n'a pas bénéficié, il ne bénéficiera pas du CHU, sûrement. Est-ce que les premières promotions ne bénéficieront pas du bâtiment, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bénéficié d'une formation et d'un encadrement. C'est ça où je voulais aller. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Quand même, l'hôpital Farabi, c'est le plateau technique. Oui. C'est pas le CHU, mais c'est un plateau technique où l'on peut assurer une formation pratique. Mais est-ce que le retard de l'ouverture du CHU n'impacterait pas quelque peu sur cette formation pratique des étudiants? Non, c'est sûr qu'elle impacte. Mais il ne faut pas croire que l'impact est très important. Il est certain que dans un CHU à proprement parler, il y a une structure hiérarchisée avec des chefs de service, avec des cadres subordonnés. Disons qu'il y a une hiérarchie qui fait que l'encadrement se fait de façon, on va dire, mieux institutionnelle. Maintenant, quand on va à la formation de l'étudiant et qu'on l'analyse, on va dire, dans le détail, ce qui est important, c'est l'encadrement humain. Ce qu'une faculté de médecine forme, c'est des médecins généralistes. Bien sûr, elle forme aussi des médecins spécialistes. Elle forme aussi des formateurs. Des formateurs, c'était des enseignants qui vont enseigner plus tard. La formation du médecin généraliste, elle se fait au CHU, mais elle devrait normalement se faire davantage dans les structures de santé publique. Pourquoi? Parce que ce médecin généraliste que nous formons, il est destiné à intégrer le système de santé, c'est-à-dire les établissements de soins de santé de base. Or, dans les établissements de soins de santé de base, qu'est-ce qu'on voit comme malade? On ne voit pas ceux que nous voyons dans les CHU, qui sont plus, adaptés à une formation de spécialistes. Et donc, les besoins de formation des médecins généralistes se trouvent, à mon sens, davantage dans les structures de la santé publique que dans le CHU lui-même. C'est pour cela que je dis que
le CHU c'est important pour former des médecins généralistes, mais les structures de santé le sont tout autant, voire même davantage. Oui, c'est vrai. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. D'un autre côté, si dans un hôpital public, le Farabi en l'occurrence, il y a des enseignants qui accompagnent les étudiants, eh bien pour moi c'est le plus important. En sachant que l'étudiant qui est en formation, qui est en 3e année, en 4e année, en 5e année, nous ne le formons pas a priori à être un super spécialiste. Ces étudiants-là n'ont pas besoin d'un plateau technique sophistiqué parce qu'ils ne l'auraient pas demandé dans un premier temps. Monsieur le doyen, donc c'est pour quand l'ouverture officielle du CHU? L'ouverture officielle du CHU, pour moi, elle est imminente. Donc c'est dans les mois à venir. Alors, pour qu'il y ait ouverture, il faut d'abord qu'il y ait recrutement du personnel. Donc la procédure administrative pour le recrutement suit son cours, parce qu'il va falloir organiser des concours de recrutement. Très certainement que ça sera fait courant du mois de novembre, parce qu'il y a des délais à respecter. C'est l'ouverture du CHU est tributaire aussi des équipements. La presque totalité des équipements est soit acquis, soit en cours d'acquisition, et ceux qui sont acquis sont en cours d'installation. Pour vous donner un exemple, la centrale de stérilisation est presque finie. Donc voilà, tout cela fait que, il faudra attendre quelques mois pour que le CHU puisse être opérationnel. La faculté de médecine de Oujda, à l'instar de toutes les facultés de médecine du pays et d'ailleurs, en 4 missions principales. Former des médecins généralistes, former des médecins spécialistes, former des formateurs, c'est-à-dire les futurs enseignants, et faire de la formation médicale continue et de la recherche scientifique. Voilà. Donc 4 ou 5 missions. Alors, ça dépend du découpage qu'on en fait. La formation des médecins généralistes, elle se fait sur 7 ans. Mais en fait, sur plus de 7 ans, parce que le temps de faire passer les examens cliniques, le temps de préparer sa thèse, disons que généralement, c'est plus 8 ans que 7 ans. La formation des médecins spécialistes, pour le moment, se fait par 2 voies. Il y a la voie de l'internat du CHU et il y a la voie du résidanat du CHU. Le concours d'internat du CHU est ouvert pour les étudiants ayant validé les 5 premières années de médecine. Autrement dit, pour la faculté d'Oujda, le concours d'internat que nous organisons le mois d'octobre, le 21 octobre, sera pour la première fois ouvert aux étudiants de la faculté de médecine d'Oujda qui sont arrivés en fin de 5e année. Donc c'est presque un deuxième démarrage de la faculté de médecine. Pour moi, c'est un événement capital dans l'histoire de cette faculté. Donc les internes du CHU, une fois qu'ils ont passé 2 ans d'internat, ils sont nommés résidents sur titre. Les autres résidents sont nommés par concours, lequel concours est ouvert aux lauréats du doctorat de médecine. Donc les 2 voies se rejoignent et on forme des spécialistes, soit en 4 ans, soit en 5 ans, en fonction des spécialités, dans différents domaines. Ces internes et ces résidents, ils sont formés à la spécialité. Parmi eux, une fois qu'ils sont spécialistes, on recrute les futurs enseignants via le concours de professeurs assistants. Et ils sont extrêmement importants dans la marche d'un CHU parce qu'ils contribuent à l'encadrement des plus jeunes. On ne peut pas imaginer un CHU ou une faculté qui fonctionne sans ces 2 corps-là. C'est impossible. Parce que les gens qui sont en formation ne sont pas formés que par des professeurs, ils sont formés par des cadres qui leur sont supérieurs. Et donc, tout en se spécialisant, tout en se préparant à leur spécialité, ils contribuent à l'encadrement. Et bien sûr, ils contribuent à la marche d'un CHU. C'est en quelque sorte une main-d'œuvre, n'est-ce pas? Puisque dans les CHU, n'officient a priori que les enseignants, il faut bien qu'il y ait des médecins qui puissent aider ces enseignants à opérer, à soigner des malades, et ainsi de suite. Oui, alors en termes, dans cette formation de 3e cycle, j'aimerais bien savoir, en termes d'effectifs, de personnes qui vont être... Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déjà 2 promotions d'internes et 2 promotions de résidents. C'est des petites promotions.
Alors, actuellement, nous avons, alors si je ne me trompe pas, 45 internes. Et à peu près la même chose en résidents. Donc, en tout, ils sont presque une centaine. Et nous recrutons via le concours d'internes du CHU du mois d'octobre, nous recruterons 60 internes supplémentaires. Et chaque année, ce sera du recrutement, et ben voilà, ça se fait comme ça. Pour ce troisième cycle, la formation des futurs enseignants, c'est-à-dire des pairs, la formation des pairs. Je suis en train de parler de la formation des spécialistes. Des spécialistes. Maintenant, une fois que ces spécialistes sont formés, ils peuvent accéder à la troisième formation. Ils peuvent accéder via un concours. Un concours toujours. Toujours, bien sûr. Ils peuvent accéder à une carrière d'enseignant après avoir passé un concours de professeurs. C'est ce qu'on appelle les PA, les professeurs assistants. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur les spécialités que vous avez faites, que vous avez ici, donc, peut-être accessibles pour En principe, toutes les spécialités devraient être concernées. Mais comme les premières promotions de résidence sont de petites promotions, eh ben, on a tenu à pourvoir les spécialités, on va dire, de base, et surtout les spécialités pour lesquelles nous avons déjà des enseignants. On ne peut pas recruter des résidents dans une spécialité sans qu'il y ait d'enseignants dans la même spécialité, c'est clair. Donc, alors, comme je n'ai pas préparé cette entrevue, je ne peux pas vous donner le détail de toutes les spécialités que nous avons, mais je peux vous dire qu'il y en a en chirurgie générale, qu'il y en a en chirurgie vasculaire, qu'il y en a en gynéco-obstétrique, qu'il y en a en pédiatrie, qu'il y en a en néphrologie, qu'il y en a en cardiologie, qu'il y en a en rhumatologie. Bref, la plupart des spécialités sont pourvues, sont représentées.